Merci à tous de vous connecter aujourd'hui, de participer à ce webinaire sur l'actualité immédiate, l'impact des politiques douanières américaines sur les entreprises, notamment les entreprises européennes, dont on va parler aujourd'hui. Ravi de tous vous retrouver. On est donc sur un webinaire en triple intervention avec euh, le groupe BBL, la société RMB et notre cabinet d'avocats LHLF, cabinet spécialisé en droit douanier. TVA, fiscalité internationale, Vincent, Émilie, Jean-Marc, est-ce que vous voulez vous présenter rapidement avant qu'on commence, le temps que les derniers arrivent? C'est surtout Vincent. Moi, je suis que l'organisateur du webinaire, donc technique. Donc, c'est Vincent, je te passe la parole. Bonjour à tous, je suis Vincent Gosti, je suis le directeur douane du groupe BBL l'idée de ce webinaire, c'est d'essayer de démêler le vrai du faux de ce qu'on entend, de ce qu'on lit, de ce qu'on voit sur les surtaxes américaines et puis dans le cadre de mon job, on est impacté à pas mal d'effets côté export mais également côté US également. Et bonjour, moi je suis Émilie Ouvrier, directrice générale de RM Boulanger, qui est une société qui fait de la représentation fiscale pour les sociétés étrangères dans tous les pays de l'Union européenne ou pour les sociétés françaises à l'international, Europe ou hors Europe. On accompagne toutes les sociétés sur leur besoin de compliance fiscale dans tous les pays de l'Union européenne et un peu au-delà également. Donc on a aussi beaucoup de clients impactés par ces mesures. Eh ben, merci aux co-intervenants, merci à tous. Et donc on commence, on rentre dans le vif du sujet. Donc merci encore une fois de vous connecter pour cette intervention. On va parler évidemment de sujets qui sont du domaine de l'actualité brûlante. Tout ce qu'on va se dire aujourd'hui est valable à aujourd'hui, et même on va envie de dire à 11h34 à l'heure qu'il est, puisque ça bouge énormément, pour ne pas dire presque tous les jours. D'où l'idée de ce petit rappel pour vous dire que tout ce qu'on se dit ne doit pas être pris comme une recommandation exclusive, mais doit faire l'objet d'une analyse spécifique au cas par cas. Voilà, on prend quelques réserves D'autant puisque vous avez que, compris que... ouais, Pardon, je t'en pardon prie. Stan, d'autant que Donald Trump n'est pas encore réveillé, donc on ne sait pas encore ce qui va se passer dans les heures qui viennent. Je le dis sous le ton un peu de la blague, mais c'est assez sérieux en réalité, puisque ça change tous les jours. Euh, et peut-être une remarque globale, hein, c'est que il convient de prendre un peu de recul et un peu de hauteur dans tout ça. C'est ce qu'on va vous apporter aujourd'hui. Surtout pas de panique. Il faut mesurer, bien mesurer ce qui est en train de se passer, mais le prendre avec un peu de sérénité. Merci. Effectivement, voilà, l'actualité est brûlante et donc on va essayer de vous en donner euh, quelques rappels dans un premier temps. C'est le sommaire que vous avez sous les yeux, puis les impacts sur les entreprises évidemment et surtout les points de vigilance. Et on s'arrêtera en particulier là-dessus puisque vous verrez que au-delà de ce qu'on entend dans les médias, qui est pas toujours vrai du reste, il y a surtout des choses concrètes à faire et on écoutera avec attention les recommandations de l'expert et de mon comparse. On se produit en ce moment sur toutes les bonnes scènes de France. Donc, on a l'habitude. Et donc, Vincent et Émilie vous partageront, et nous aussi également, des recommandations très concrètes. Petit rappel du contexte avec une image qui peut effrayer de notre cher président Trump. Mais voilà, petit rappel d'abord du contexte. Vous avez tous entendu, vous avez tous compris évidemment qu'il a été réélu, qu'il a dit au cours de la campagne que le terme droit de douane était le plus beau mot du dictionnaire. Je le cite. Alors, sur dans certains points, on peut le comprendre, mais effectivement, il avait annoncé ce qui se passe. Au moins, on peut lui reconnaître ce mérite. D'abord en visant certains pays, hein, la Chine, Mexique, Canada, puis l'Union européenne, puis maintenant le monde entier. On y reviendra dans un instant également. Autre point, au départ, était certains secteurs maintenant, c'est plus globalisé, on va dire, mais c'était les premières annonces. J'avance assez vite hein, sur ces premières annonces, parce que vous avez tous entendu ça dans les médias. Effectivement, cette annonce fulgurante du libération était le jour le plus important de l'histoire des États-Unis d'Amérique, comme toujours dans ces annonces.
dans lesquels, c'est la photo du milieu, le président Trump a annoncé un certain nombre de droits réciproques. Il n'y a pas grand-chose de réciproque, mais on pourra en dire un mot également. Et donc en visant tous les pays, c'était ce qui s'est passé il y a bientôt 2 semaines maintenant, qui a été suivi de contre-annonces. On y reviendra aussi. Peut-être un premier point important, et je laisserai Vincent bien sûr compléter, comment est-ce que sont calculées ces surtaxes? C'est une des questions qui se pose tout le temps, donc on essaie d'y répondre au préalable. Les surtaxes, elles sont calculées sur la même base que les droits de douane. Donc c'est des fondamentaux, c'est du classique, c'est ce qu'on produit. Et donc les droits de douane sont fondés sur une valeur en douane, c'est la base taxable. Cette valeur en douane répond à des règles claires. On y reviendra aussi dans un second temps. Vous pouvez pas choisir la valeur que vous voulez et mettre une valeur très basse au hasard. Donc la valeur en douane, des règles claires, mais on peut tenter effectivement certains ajustements. On y reviendra tout à l'heure, multiplié par un taux de droit de douane, lequel taux est fixé en fonction des codes douaniers. On verra aussi que certains codes douaniers, certains produits sont exonérés et sujet également à l'origine. Euh, donc toujours les trois mêmes éléments de base, valeur en douane, code douanier, origine. Et donc les grandes questions qui se posent en ce moment, c'était encore le cas ce matin avec certaines sociétés. Est-ce que je peux modifier ma base taxable, ma valeur en douane? Est-ce que je peux bouger l'origine de mon produit en rajoutant quelques étapes ou en relocalisant quelques étapes en Europe, par exemple? Et est-ce que les codes douaniers peuvent être modifiés en fonction des caractéristiques techniques du produit? Donc ça, c'est un premier point. On revient au basique. Deuxième point, les surtaxes s'appliquent en fonction de l'origine du produit et pas en fonction de la nationalité de la société. C'est pas parce que vous êtes une société américaine ou européenne euh, que vous ne serez pas soumis aux droits de douane pour les produits d'origine chinoise. On parle bien d'origine du produit. Vincent, je t'en prie, si tu veux compléter sur sur ces éléments, les trois fondamentaux et la notion d'origine. C'est à peu près les mêmes fondamentaux qu'on a nous en Europe, donc normalement on les connaît. Le process varie un tout petit peu dans certains cas, notamment sur la partie valeur, mais on le verra un peu plus loin, mais l'idée c'est les mêmes process. Le point le plus important ici, c'est l'origine, puisque dans sa liste, dans ses tableaux qu'il a montré aux différentes caméras, ces grands tableaux avec les droits de douane impactés par pays. On voit bien qu'on parle d'origine et pas de provenance. Moi, on m'a déjà demandé plusieurs fois si un produit chinois, une fois qu'il était arrivé et même mis à la consommation en France, il pouvait repartir aux États-Unis et et suivre les droits de douane infligés à l'Union européenne. Clairement, la réponse est non, hein. Il faut vraiment, encore une fois, c'est revenir aux basiques des règles d'origine et respecter les règles d'origine sur la partie réglementaire américaine, hein, ce qui ne fonctionne pas exactement comme l'Union européenne. Il y a des similitudes, mais il y a quelques petits points de divergence. Mais le point le plus important, je pense, sur ces slides et sur tout le sujet qu'on va évoquer aujourd'hui, c'est la partie origine, puisque en effet, il tape fort sur la Chine et un peu moins fort sur les autres. Donc c'est sur cette partie-là où il faut contrôler. Et l'idée qu'il a derrière tout ça, c'est de réintégrer le travail à façon chez lui aux États-Unis. Donc c'est de se dire, bah, est-ce que si jamais mon produit est chinois ou vietnamien ou je ne sais quoi, est-ce que la partie de transformation ou de préparation qui est faite en Europe suffit à lui changer l'origine? Ça, on le verra un petit peu plus loin aussi, mais c'est quelque chose sur lequel il faudra vraiment réfléchir tout ce qu'on s'est dit en se disant il y a 2 mois de ça, c'est pas grave, on s'embête pas à calculer, on s'embête pas à rentrer dans le détail. Bah, là, va falloir vraiment rentrer dans le détail des valeurs du process de transformation, etc., pour être sûr de ce qu'on va donner et qu'à destination, l'importateur américain paye le bon taux de droit de douane. Ouais, tout à fait, merci. Merci Vincent. Effectivement, vous allez voir que c'est tout l'enjeu. Il va falloir rentrer un petit peu dans le détail et on peut pas changer comme ça de manière aléatoire. On avance un petit peu vite puisque les mesures annoncées, les impacts sur les entreprises, les mesures, vous les connaissez tous. On a entendu, comme me le disait hier Vincent, on a entendu ça sur les grandes chaînes d'infos plusieurs fois. Effectivement, les mesures sur l'aluminium et l'acier depuis 25% sur l'aluminium et l'acier et euh, les produits dérivés. Produits dérivés, c'est important puisque aluminium, acier, chapitre 73 et 76, mais aussi les produits dérivés qui contiennent de l'aluminium et de l'acier. Et là, donc, essayez de suivre en fonction de vos codes douaniers. Et donc, la partie
qui contient les composants contiennent de l'aluminium et de l'acier sont taxés à hauteur de 25%. J'avance un peu vite aussi sur l'automobile, on l'a tous compris, 25% également depuis le 3 avril sur les véhicules, à partir du 3 mai sur les pièces détachées. Même taxe de 25%. Il y aura sans doute des questions qui vont arriver dans quelques instants. Est-ce que du coup l'acier, l'aluminium, l'automobile sont également sujets aux autres surtaxes? On le verra et on y reviendra. Donc, je garde la question en suspens. Pour tout le monde, je dis bien pour tout le monde, hein, il y a une petite carte que vous voyez sur notre image, 10% de douane en plus, y compris européenne. Vous avez entendu qu'il y a eu des annonces sur les droits réciproques. On a parlé de 20% pour l'Union européenne. Puis ces 20% ont été suspendus, mais on est revenu à 10%. Et ça, c'est ce qu'on appelle erga omnes. Alors ça fait très juridique, mais depuis le 5 avril, l'ensemble des importations aux US sont taxés à hauteur de 10%. Donc les produits qui étaient exonérés autrefois sont à hauteur de 10%, y compris pour les produits européens. Et ces 10% s'ajoutent, hein, on parle de taxes additionnelles, s'ajoutent aux droits de douane qui existaient au préalable. On va voir ça un peu dans le détail dans le slide suivant, notamment. Il y avait eu cette fameuse annonce avec le tableau et les droits entre guillemets réciproques, 20% pour l'Union européenne. Tout ça a été suspendu, mais uniquement pour 90 jours. Attention, parce que 90 jours, ça nous fait jusqu'au 9 juillet, je crois, de mémoire, ça va passer vite. Tout ça a été suspendu, sauf pour la Chine. Et pour la suspension, on est tous retombés à 10%. Je le répète pour la troisième fois, mais c'est important que vous le compreniez. Sur ce slide, eh bien, voilà, ça a été mis en pause, mais ça reste 10% pour tout le monde, à l'exception effectivement de la Chine, pour laquelle, on va le voir, il y a un tarif maintenant de 145%. On va vous expliquer comment on arrive à 145%. Petit point quand même pour dire, et je laisse mes amis, mes collègues réagir s'ils le souhaitent, on est tous très contents de cette suspension, mais au passage, on accepte tous, le monde entier, un taux de droit de douane de 10%. On a pris quand même 10 points. Hein, on s'en est, les marchés sont repartis à la hausse, mais il y a quand même 10 points. Ouais, Pour la Chine, particularité, un Vincent, je t'en point, prie. un point important, mais tu l'as dit, mais je pense qu'il faut vraiment appuyer là-dessus, c'est que les 10%, c'est pas un remplacement des autres droits de douane qui existaient. Ils sont à ajouter aux droits de douane qui étaient déjà existants. Donc, on se complaît en disant, on y a échappé belle, on passe de 20 à 10, mais on passe de 20 à plus 10. Ce qu'il faut pas oublier, ce qui était déjà taxé à 6, 7, 8%. Aujourd'hui, c'est taxé à 17, 18%. Donc, on va imaginer qu'il est très intelligent et qu'il a calculé en nous faisant peur avec 20%. Mais maintenant, on en est à le remercier de nous taxer que de 10% supplémentaires et pour d'autres pays, enfin notamment la Chine encore plus, mais on en est à le remercier de nous taxer que de 10%. Donc c'est quelque chose auquel il faut vraiment faire attention, parce que les droits de douane, il ne faut pas oublier, il faut les additionner avec ceux qui étaient déjà existants depuis des années. Tout à fait, tout à fait. Et effectivement, ça donne pour la Chine le 145% dont on parlait, puisque c'est 125% plus les 20% préexistants qui avaient été mis en œuvre il y a quelques semaines. Et donc un total de 145%, ce qui est bah, absolument délirant. Et on a vu quelques annonces, j'y reviendrai tout à l'heure, d'exemptions pour certains produits notamment de grandes marques américaines fabriquées en Chine, qui ont fait un lobbying assez impressionnant, puisque voilà, on citait par exemple les smartphones, pour pas citer de marques spécifiques fabriquées en Chine, pour lesquelles il y a eu une exonération. On y reviendra dans un instant. D'abord, on parle de la suppression des minimis. Minimis, c'était autrefois en dessous de 800 dollars, il n'y avait pas de droit de douane applicable aux États-Unis. On importe un produit d'une valeur inférieure à 800 dollars. Certains peuvent être concernés peut-être par exemple dans le cadre du SAV. Maintenant, en dessous de 800 dollars, il y a effectivement application de droits de douane pour les produits chinois. Donc la suppression de cette règle d'exemption de ce qu'on appelle les minimis a sauté pour les produits chinois. Vous voyez les détails sur ce slide. Et ça, Pour le coup, c'est clairement le e-commerce qui est ciblé, hein, puisque c'est eux qui en profitaient, qui en profitaient un maximum, un peu comme on a dans l'Union européenne, un seuil à 150 euros. C'est le e-commerce qui en profite beaucoup. Et là, c'est clairement le e-commerce et par décalage, Temu, Shein, tous ces sites de fast fashion.
Ouais, tout à fait, merci Vincent, c'est ce que j'allais dire. Et là, pour une fois, on pouvait éventuellement parler de réciprocité, puisqu'en Europe, le seuil est de 150 euros, et donc le président Trump, plusieurs fois, a mentionné le seuil était bien plus élevé, 800 dollars. Donc effectivement, on est passé à zéro et cette suspension des minimis ne vise à ce stade que les produits chinois. C'est important de le rappeler. On avance un peu vite euh, pour aller dans les dérogations et surtout les mesures concrètes. Tout ce qui se trouvait à bord de la mise en œuvre de ces mesures sous réserve d'arriver et d'être à la consommation euh, avant une certaine date pardon, qui a été fixée, je sais plus de la date, je crois que c'est aux alentours du 25 ou 27 mai. À confirmer, ça n'a pas encore été très clair. Il y a beaucoup de choses qui sont pas forcément limpides, puisqu'il y a les annonces, mais il n'y a pas toujours les textes qui vont avec. Toujours dans les dérogations, là aussi, pas eu de texte, donc c'est pas simple à comprendre, mais il y aurait une règle, voilà, une absence ou en tout cas une exonération des surtaxes pour les produits qui contiendraient au moins 20% d'origine, enfin de composants d'origine américaine. On l'évoque rapidement parce que c'est l'objet d'une annonce, encore une fois, sans texte d'application, à garder en tête si vous avez des produits qui contiennent des composants américains, mais on ne sait pas exactement, d'ailleurs, d'un point de vue déclaratif, comment ça va se passer. Donc, avançons un peu vite. Pour l'instant, ça n'a pas été précisé. Ce qui a été précisé, en revanche, sont les surtaxes, les exceptions, pardon, applicables à ces surtaxes pour certains secteurs. Je vous le disais tout à l'heure, aluminium, acier, pièces détachées. Il y a qu'on appelle la section 232, c'est un texte de loi américain. Il y a déjà ces 25%, donc il n'y a pas les surtaxes. Pour ces donc, aluminium, acier, il n'y a pas la surtaxe de 10%, dont uniquement les 25%, uniquement entre guillemets. Exonération pour le coût total, donc euh, les 5% ni les 10% pour ce qui relève des produits pharmaceutiques, les semi-conducteurs, le bois, certains articles, on les cite ici. Tous ces éléments-là, ça fait l'objet, là, petit à petit, de textes d'application. On parlait là des semi-conducteurs. Il y a eu une annonce ce week-end, là, très récemment, sur les smartphones. Tout ça va faire l'objet de précision. Il n'y a pas encore eu des textes d'application. Si vous êtes concerné par ces secteurs, gardez-le en tête, vous pouvez bénéficier des exonérations. Les nouveaux produits présentés, ben, ça a mis à jour très récemment, puisque vendredi, il y a eu cette annonce disant qu'effectivement, euh, certains smartphones, notamment qui relèvent des chapitres 84-85, pas de surtaxe avec effet rétroactif au 5 avril. Si vous avez été taxé aux US entre le 5 et le 11 avril, vous pouvez en demander le remboursement. Là aussi, il y a eu des codes douaniers spécifiques et ça vise notamment, principalement, smartphones et ordinateurs. On peut appeler ça l'exonération Apple pour ceux qui l'avaient pas encore intégré. Vincent, je t'en prie, si tu veux réagir là-dessus. Ouais, Euh, juste attention, c'est pas tous les chapitres 84 et 85, hein, c'est oui, ah, oui, oui. certaines nomenclatures, certains produits. Donc c'est pareil, les effets d'annonce, etc. Faut pas s'enflammer. C'est pas dans tous les cas. Donc encore une fois, ce sera une chose à vérifier et à surveiller. Oui, très, très bonne précision. Effectivement, il y a une liste de certains codes douaniers des chapitres 84 et 85 qui sont légibles, mais évidemment pas tous les chapitres. Autre question qui se pose, est-ce que ces surtaxes, elles ajoutent ou elles remplacent? Vous avez compris, c'est des droits additionnels. Donc ça s'ajoute à ce qui existait déjà. Si vous étiez taxé au titre des droits de douane, vous rajoutez les 10% plus les droits de douane ou les 145% dans le cadre de la Chine. Autre question qui se pose souvent, je laisserai Vincent réagir. On l'a déjà dit tout à l'heure, donc on a gagné un peu de temps sur le slide tout à l'heure sur l'origine. Effectivement, on parle bien de droits additionnels sur l'origine et pas sur la provenance. Donc, par exemple, vous êtes une société européenne, vous faites fabriquer en Chine, vous importez aux US, il y aura la taxe de 145% applicable aux produits d'origine chinoise, même si vous êtes une société européenne ou américaine. La notion d'origine d'un point de vue douanier, c'est des règles spécifiques, des règles douanières qui s'appliquent et c'est les règles US. Ce ne sont pas les mêmes que les nôtres en Europe. Vincent, si tu veux compléter, je t'en prie. Non, bah, c'est à peu près ce qu'on a dit, hein. Faudra regarder la nomenclature versus le mode de calcul des origines selon les produits importés sur place. Ah, tout à fait, avec des règles un peu différentes de ce qu'on connaît en Europe, où on a des règles de liste un peu plus claires.
Toutes les entreprises sont concernées, on l'a déjà dit, hein, que vous soyez, c'est pas la nationalité de l'entreprise qui fait la surtaxe. On parlait là très rapidement du Canada, du Mexique, pas certain que ça concerne tout le monde, on peut passer un peu vite là aussi pour l'instant. Seul le taux de 25% s'applique pour ces deux pays à l'exclusion du taux classique de 10% pour tout le monde. Jusqu'à quand? Vous avez compris, 90 jours de suspension. Ensuite, le président Trump a annoncé que lorsque le déficit commercial serait comblé, on reviendrait en arrière. Ça ne veut pas dire grand-chose. Pour l'instant, on en est là. Quid de l'OMC? Il y a eu un certain nombre de plaintes déposées par les pays auprès de l'OMC, mais le président Trump a annoncé lui-même que, il accordait peu de place à l'OMC. Je crois qu'il envisageait éventuellement même Tiens. d'en sortir. Ça me paraît pas possible, mais bon. On va sur les points de vigilance dans les 10 minutes qui nous restent. Premier point, jouer sur la valeur, jouer entre guillemets de point de vue légal sur la valeur en douane. C'est le principe de la first sell. On a mis un petit schéma que vous avez sous les yeux. Aux US, vous pouvez déclarer comme valeur en douane le prix de la première vente. Par exemple, vous achetez en Asie, puis vous vendez à une société américaine. Vous pouvez utiliser le prix d'achat entre votre fournisseur et vous pour baisser la base taxable. Attention, cette first sell, il y a un projet de réforme aux États-Unis. Ça a été abandonné en Europe en 2016. Il y a un projet de réforme aux États-Unis. Vous savez que la valeur aux US est un peu plus basse, c'est la valeur FOB et non la valeur CIF, donc est un peu plus basse que la nôtre, enfin qu'en Europe. Je t'en prie, Vincent, si tu veux compléter Non, bah sur ces éléments. c'est sur la partie valeur en douane, en fait, ils intègrent moins de frais supplémentaires que nous intégrons en Europe. Donc, l'idée de modifier cette réglementation de First Sale, c'est d'essayer de faire monter artificiellement, ou pas, en tout cas, d'essayer de faire monter la valeur en douane pour, encore une fois, taxer sur une plus grosse valeur et donc taxer sur une plus grosse base. Le taux de droit de douane resterait aussi fou qu'il est aujourd'hui, mais la base augmenterait également. Ouais, exactement, c'est tout à fait l'idée. Et donc, à ce stade, vous pouvez effectivement tenter, en tout cas, de revoir dans certains cas, et notamment en intragroupe, ce que l'on appelle la valeur en douane, notamment lorsqu'elle est fondée sur ce que l'on appelle les prix de transfert. Je ne sais pas si Renaud est avec nous, et si c'est le cas, je lui laisse bien monter la parole Oui, oui, je suis sur là. les prix de transfert. T'en Ouais, prie. oui, je suis là. Merci. Les prix de transfert, c'est une notion un peu différente, évidemment, de ce dont on vient de parler, qui est un peu exclusivement aux douanes. Là, on est sur une notion fiscale, mais qui est très importante. Les prix de transfert, en fait, ce sont les prix pratiqués entre sociétés du même groupe. Dans le cas dont on parle aujourd'hui, donc on aurait une société française avec une mère ou une filiale ou une sœur américaine et l'importateur aux États-Unis et la société du groupe local. Et donc on a un prix de vente entre les deux entités du même groupe. Ça s'appelle un prix de transfert. C'est très réglementé, très contrôlé et très sanctionné par les autorités fiscales. Pourquoi? Bah, pour les raisons que vous imaginez déjà, c'est que comme on est entre sociétés du même groupe, on peut faire varier le prix de la transaction un peu comme on le veut ou comme on le voudrait s'il n'y avait pas de règles. Autrement dit, et c'est un point qui relate directement à ce que vient de dire Vincent, pour éviter des droits de douane trop importants, on pourrait juger que le prix de vente entre la boîte française et sa sœur filiale ou mère américaine est largement inférieur au prix de marché, par exemple, pour diminuer la base taxable à l'importation aux États-Unis. Donc ça, c'est impossible de le faire comme ça. Voilà, on doit rester sur un prix de marché, c'est très surveillé, très contrôlé. Et les bouleversements que vient de créer Donald Trump dans le monde entier justifient une revue de cette politique des prix de transfert. Encore une fois, cette matière est très sanctionnée, très contrôlée. Donc, on peut pas changer les prix de transfert comme on le veut. C'est assez encadré, mais les conditions de marché changeantes justifient d'une revue de la politique prix de transfert. Donc, si vous êtes dans ces circonstances, notre recommandation, on vous laissera lire le slide quand vous aurez quelques minutes, mais notre recommandation, c'est de revoir les politiques de prix de transfert mises en place entre la France et les États-Unis, voire d'autres pays, hein, si vous sourcez en Chine, par exemple, et les États-Unis, pour vous assurer que le prix pratiqué est le bon, qu'il est un prix de pleine concurrence, mais qu'il est ajusté, on va dire optimisé au maximum, pour, le cas échéant, pouvoir réduire un peu les droits de douane. C'est évidemment important puisque ça permet de payer moins de droits
à l'importation aux États-Unis. Voilà, donc c'est une petite dimension fiscale dans cette présentation douane, mais qui est très importante. C'est un outil à votre disposition. N'hésitez pas à l'utiliser. Il faut en parler à vos fiscalistes ou à vos financiers qui sont peut-être plus familiers que les douaniers de cette notion, mais c'est un outil vraiment important qu'il convient de revoir. Il n'y a pas trop de choix d'ailleurs que de le revoir, puisque les conditions de marché ont changé, les prix de marché vont changer également. Ouais, tout à fait. Merci, merci Renaud. On reviendra dans quelques instants aussi sur d'autres notions fiscales avec toi. Euh, la notion d'origine et de sourcing, on vous l'a déjà dit, les règles US sont spécifiques, pas les mêmes que dans l'Union européenne. Il faut faire attention aux notions notamment de transformation substantielle, Vincent l'a bien décrit, mais également à la notion d'opération minimale. Si vous avez dans l'idée de faire uniquement de l'assemblage dans l'Union européenne pour repartir vers les US avec une origine Europe et non plus Chine, c'est pas comme ça que ça peut fonctionner. Il faut qu'il y ait des réelles opérations. Il y a un certain nombre de critères qui existent et on vous invite voilà, à étudier les rulings, les rescrits qui ont été, qui sont vraiment la base juridique la plus fiable aux US dans ce type de cas et on peut le faire évidemment avec vous. Un autre point, pardon Vincent, peut-être tu veux compléter Non, non, vas-y, vas-y. Non, non, sur un autre point. On avance assez vite parce qu'on s'était dit qu'on gardait quelques minutes après pour répondre aux questions éventuelles. On est dans un timing absolument parfait, donc on pourra répondre aux quelques questions. Un autre point avant de redétailler ces solutions pratiques. euh, il y a eu quelques annonces et peut-être Émilie pourra rebondir là-dessus, mais il y a eu quelques annonces du président Trump sur le fait que on allait calquer, ils allaient essayer de calquer la réglementation US sur les réglementations UE. On a parlé des minimis sur lesquels il y avait un déséquilibre, la valeur en douane sur lequel il y a également un déséquilibre. Effectivement, de ce point de vue-là, l'administration Trump a une analyse voilà, souvent tronquée, mais en tout cas, clairement, 800 $, 150 €, il y avait un déséquilibre. La valeur en douane, on a des valeurs un peu plus hautes, comme Mastaxam dans l'Union européenne. Et il y a un autre point sur lequel c'est un petit peu distinct, le fait que on peut aux US être importateur ou exportateur, alors sous toute réserve, hein, mais on peut agir, avoir ces qualités d'importateur et d'exportateur tout en étant une société non américaine, encore une fois sous conditions et sous toute réserve, ce qui n'est pas le cas dans l'Union européenne. Dans l'Union européenne, pour être importateur, euh, c'est fortement recommandé d'être une société localement établie et vous ne pouvez pas, pour le coup c'est interdit, être exportateur si vous n'êtes pas une société européenne. Et d'ailleurs, la nouvelle définition d'importateur au niveau européen tend vers ce même sens. Il y aurait peut-être un parallèle aux États-Unis qui se mettrait en œuvre et avec cette réforme européenne, voilà, là également la notion d'entreprise locale qui pourrait avoir des impacts forts puisque vous pourriez avoir en plus des contraintes tarifaires, hein, des droits de douane, des contraintes d'ordre réglementaire, interdiction d'agir dans certains cas si vous n'êtes pas établi. Euh, dans les solutions pratiques qu'on a évoquées, on vous a parlé de la maîtrise des règles d'origine et de la classification. Très important puisque règles d'origine, ça dépend des règles US avec des opérations substantielles qui vont au-delà d'opérations minimales. Si vous voulez changer de code douanier pour être moins taxé, là aussi, ça relève de règles de classement spécifiques. Opter pour un régime particulier, vous connaissez l'entrepôt, le perfectionnement actif, ça peut être voilà, une bonne alternative. Encore une fois, Vincent, peut-être tu peux faire un retour plus concret sur ce type de régime que vous maîtrisez bien chez BBL. Ouais, ce type de régime, en fait, alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il permet de suspendre les droits de douane à l'importation, dans certains cas, sous certaines conditions, etc. Faut pas oublier que très régulièrement, on fait le choix, les importateurs font le choix de ne pas s'embêter avec ce type de régime qui sont parfois un peu lourds à mettre en place, en se disant, je préfère payer 2% de droits de douane plutôt que de mettre en place un régime particulier d'entrepôt ou de perfectionnement pour de la réparation, etc. Bah là, le sujet, il va vraiment se reposer. Et j'imagine qu'il y a, enfin, et je sais même, on a déjà pas mal de contacts. Il y a beaucoup d'importateurs américains qui sont en train de se dire, bah, je vais mettre en place le régime du perfectionnement actif, je vais prendre le plus simple, parce que je fais de la réparation, parce que je fais du travail à façon, et qu'avant, je me prenais pas la tête, je préférais payer 3% et jouir du matériel sans rendre de compte à personne. Là, maintenant que les taux ont explosé, et ben, je reviens en arrière et peut-être que je vais réfléchir. Donc là,
La vraie question qui se pose, c'est à vos clients à qui vous exportez, c'est pourquoi est-ce que vous leur vendez les produits, pourquoi est-ce que vous exportez les produits, et vous pouvez être amené peut-être aussi à les conseiller en leur disant, bah voilà, s'ils sont inquiets, bah, t'inquiète pas, vu la façon, la raison pour laquelle je t'exporte mes produits, tu peux être dispensé de droits de douane pour telle et telle raison. Donc, il faut peut-être aussi que vous fassiez un petit peu de pédagogie dans certains cas en leur expliquant qu'il y a, il y a des solutions. Il y a pas que la répression de Trump sur les droits de douane, il y a aussi des solutions. Les régimes particuliers en sont des très très bons qui étaient un peu laissés de côté parce que compliqués à mettre en place. Mais là, ça vaut vraiment le coup, hein. Ouais, tout à fait, tout à fait. Merci Vincent. Effectivement, c'est des solutions qui reviennent à l'ordre du jour, tout comme les deux autres hypothèses là du slide, mais qu'on a déjà évoqué. Donc, opter pour des incoterms qui transfèrent à l'acheteur américain la charge des formalités douanières. Bon, in fine, il faudra payer des droits de douane, mais c'est mieux si effectivement ils sont acquittés par votre client. Et puis travailler sur la valeur en douane, on l'a déjà dit, une valeur qui est un petit peu différente. La base taxable, le lien avec les prix de transfert dont Renaud a pu parler au préalable. Justement, ça nous fait le lien avec Renaud qui également va nous dire un mot sur cette forme d'incertitude et les éléments que l'on a pour maîtriser cette incertitude. Oui, merci Stan. On arrive à la fin de la présentation, hein, pas d'impatience. Euh, Effectivement, beaucoup d'incertitudes, d'imprévisibilité, un environnement commercial international qui est très très instable. Les risques, en fait, pour les sociétés françaises, c'est une perte de compétitivité sur le marché américain du fait de prix de produits qui sont trop élevés en relation évidemment avec l'augmentation des droits de douane. Ce sont des coûts supplémentaires et alors de façon très très concrète et très importante, une érosion des marges évidemment, puisque on peut faire le pari que les droits de douane supplémentaires ne pourront pas être répercutés, en tout cas en totalité et selon les secteurs, sur le prix de vente au client final, ce qui veut dire que les entreprises importateurs aux États-Unis et celles qui exportent depuis l'Union européenne, depuis l'Europe, devront évidemment baisser leurs marges. Donc ça fait beaucoup d'éléments négatifs. Notre recommandation concrète, c'est de sécuriser les flux. Donc il faut les structurer, les analyser. Ça permet d'identifier les zones à risque et de clarifier une position stratégique. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que pour savoir ce qu'il faut faire dans un environnement aussi incertain que celui qu'on rencontre aujourd'hui, il faut connaître ses opérations, il faut connaître ses flux logistiques, financiers. C'est absolument indispensable. Ça permet de réagir vite en temps et en heure. Ça permet de maîtriser plutôt que réagir, hein. C'est ce qu'on dit dans ce slide. Et si tu veux passer, Stan, à celui d'après. Oui, juste euh, Renaud, si je peux oui, ajouter quelque vas-y. chose pour rebondir sur justement structurer, analyser les flux. Effectivement, de façon générale, il faut toujours faire attention à ces flux. Et là, moi, je vais prendre ma casquette compliance, TVA, etc. Attention, parce que en voulant donc réagir et planifier, sécuriser les flux, ce qui est tout à fait effectivement à faire. Attention dans la cartographie des flux, à bien prendre en compte toute la dimension fiscale et tous les impacts TVA que ça peut avoir si vous modifiez vos flux, que ce soit au niveau de l'Union européenne ou en dehors. Tout mouvement physique de marchandises peut impliquer des nouvelles obligations dans les différents pays où les marchandises sont mouvementées, selon le statut douanier, le statut juridique, transfert de propriété, etc. Il y a un certain nombre d'éléments à prendre en considération, mais à partir du moment où les marchandises bougent, ça peut impliquer des obligations fiscales dans les pays où vous n'êtes pas forcément établi. Et ce n'est pas parce que vous n'êtes pas établi que vous n'y avez pas des obligations. Et il faut impérativement les identifier, ne pas justement refaire tous ces flux un peu dans l'urgence, même si on est tous un peu pris par l'urgence avec ces annonces, mais quand même maîtriser, comme disait Renaud, bien identifier les flux, c'est aussi des enjeux fiscaux qu'il faut identifier et il y a des solutions. Encore faut-il avoir pu les anticiper. Voilà. Ouais, merci, Émilie, absolument. D'ailleurs, c'est ce qu'on reprend là sur cette dernière slide que je vais pas répéter. Cartographiez vos flux, connaissez-les, détailler le régime, c'est le premier point là, hein. Détailler le régime douane, TVA, prix de transfert, c'est absolument fondamental.
On a un certain nombre de professionnels à intervenir ce matin pour vous aider à faire ça. C'est vraiment fondamental. C'est le seul moyen de prendre un peu de recul, un peu de hauteur, hein, pour terminer ce par quoi on a commencé. Pour être en sécurité, il faut que vous connaissiez vos flux, que vous en connaissiez le régime fiscal et douanier. C'est le seul moyen de savoir si vous devez ou pas réagir quand des annonces sont faites et combien de temps ça vous prendra pour le faire. Voilà, donc n'oubliez pas ces outils, ils sont vraiment très importants. Ben, c'était le dernier mot de la présentation. On va ouvrir la session des questions-réponses Et il y a justement immédiatement. quelques questions qui ont été posées dans l'interface dédiée. Alors, nous avons une question notamment d'Elodie Zobeid. Je suis désolée si j'écorche le nom. Bonjour, entreprise française à la fois exportateur et importateur pour une expé US. Ai-je le droit d'obliger mon broker local à utiliser un régime suspensif à l'importation? J'ai cru comprendre que les US n'étaient pas friands de ces régimes. Nous exportons pour des gros montants dans les conditions particulières, flight test, etc. Bah, je vais répondre oui, 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 bien sûr. Les régimes particuliers, les régimes suspensifs, ils existent. Bah, je l'ai un peu dit tout à l'heure, hein, pendant longtemps, on les a un peu mis de côté. Mais là qui sont importants, oui, vous pouvez obliger votre broker à l'utiliser, à condition que ce soit vous qui soyez en charge des opérations, des opérations douanières, donc selon l'Incoterm. Mais oui, vous pouvez, et même vous devez, hein. S'ils refusent, il faut en trouver un autre, hein. Je sais pas si Stanislas, tu Et veux ajouter autre chose, mais alors, j'allais dire, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Bah, ce que vous pouvez l'obliger, ouais, c'est de la relation commerciale. Et effectivement, si vous obtenez pas ce que vous voulez, d'autres brokers slash représentants en douane enregistrés, il y en a des très bons, notamment autour de l'écran, ou en tout cas sur la photo que l'on a sous les yeux. Et je suis Alors, d'accord nous avec ce avons que une tu viens autre de dire. question. Donc, c'est le choix d'un entrepôt sud-douane ne règle que provisoirement le problème de la taxation. Si notre importateur veut mettre de la marchandise à consommation, il va bien falloir qu'il paye les droits de douane sur taxes, etc. N'est-ce pas? Oui, alors oui, oui, je rebondis et je te laisse rebondir aussi, Vincent. Deux éléments. Premièrement, bah, il y a un effet trésorerie, c'est-à-dire que plutôt que de payer sur une quantité globale avec un entrepôt sous douane, vous paierez au fil de l'eau, mais il faudra bien payer à un moment. Et donc, je rejoins tout à fait ce qui a été dit à l'instant. Deuxième aspect, il peut aussi y avoir des flux de réexportation, ça peut arriver hors US. Et si vous avez ce type de cas, bah, là, l'entrepôt sous douane vous aura permis de ne pas payer de droits de douane du tout sur ce qui sera réexporté. Mais par principe, oui, je partage tout à fait ce qui a été dit. C'est plus un effet trésorerie que un effet gain absolu, mais ça peut être utile si vous voulez aussi naviguer dans le cadre de ces surtaxes, puisque aujourd'hui la Chine c'est 145%. Vu les annonces, ça a tellement bougé en 15 jours, il n'est pas interdit de penser que dans 2 mois, la Chine et les US auront peut-être trouvé un accord et que les 145% seront devenus 10 ou 15. Donc l'entrepôt sous douane, il a aussi cette vertu de prendre un peu de recul et de garder son calme sans tout mettre à la consommation à des taux exorbitants. parce que le paiement, juste pour compléter, mais le paiement des droits de douane se fera au moment de la mise à la consommation. Donc, si en effet Oui, il y a un accord qui est trouvé, ce sera plus 145, mais même 100. Et bah, comme pour les 10% européens, on dira merci à Trump de taxer que à 100% les produits chinois au lieu de 145. Mais en tout cas, c'est au moment de la mise à la consommation qu'il faudra les payer. Donc, ça peut être aussi un petit coup de poker à tenter. tout à fait. Alors, nous avons une autre question. Nous importons de la matière première US sous perfectionnement actif pour transformation et revente de produits finis aux US, à l'UAcier et autres métaux. Est-ce que les droits de douane seront à 25% à 25% ou à 0%? Alors, ouais, c'est la question un peu piège, du coup. Parce que là, on mêle aluminium, acier, régime douanier US. J'ai pas compris si le perfectionnement actif était en Europe ou aux US. Mais dans les deux cas, là, enfin, de toute façon, vu la particularité de votre flux et la sensibilité, j'allais dire à la fois aluminium-acier plus régime de PA, ça vaut le coup d'en discuter en aparté parce que c'est un peu sensible. Je sais pas si tu veux compléter, Vincent, mais effectivement, si au cours du régime de PA, vous Seulement en modifiez France, Le PA, visiblement. il est en France, hein. Le PA, il se en fait en France, France, mais le PA se fait en France avec de la marchandise américaine.
Donc Ah oui, ça, ok. ça c'est pas gênant parce que le PA français, il suit nos règles, nous, rien n'a changé. La question, ça va être dans la transformation qui a été faite, quelle sera l'origine conférée une fois que ça retournera aux États-Unis? Est-ce qu'elle restera origine américaine ou est-ce qu'elle prendra l'origine UE? Et donc, est-ce qu'elle sera taxée de 10, de 0, de 25? Ça, il faudra. Ça, je pense qu'il faut regarder vraiment dans le détail du travail à Mm. façon qui est fait, de la valeur des produits importés en France, de ce qui a été mis, de ce qui a été transformé, de la valeur ajoutée, etc. Il y a un vrai sujet, je pense qu'il faut prendre le temps de regarder. Ouais. Ouais, Alors, il nous, pourrait y avoir une origine américaine, européenne, voire même autre chose. Donc ça, ouais, c'est du cas par cas. Pardon, Lily, je t'en prie. alors, nous avons d'autres questions. Donc, on est sur la règle des minimis, donc pour les envois inférieurs à 800 dollars. Dans quel cas s'applique le taux de 90% ad valorem ou la taxe forfaitaire de 150 dollars par item? Vincent, je te laisse la parole ou je, ou je Non, parle. bah vas-y, c'était sur ton slide là. Au pire, si tu veux le remettre sur le détail. Ouais, je vais remettre le slide minimis, mais effectivement, minimis, on sourit un peu parce que c'est pas si simple dans ce sens que, bon, déjà, évidemment, c'est nouveau. C'est euh, c'est assez nouveau et ça très bien appliqué. Ce que l'on sait, et c'est pas encore en application puisque c'est à partir du 2 mai, Hmm. ce que l'on sait, ce qui changera, c'est que donc effectivement le seuil de 800 dollars saute. Ce que l'on a entendu, c'est que il y a la particularité des biens postaux pour lesquels on aura une taxe de 120%, c'est ce qu'on a sous les yeux, ou 100 dollars par article pendant un mois, puis après ça passera à 200 dollars. Et, euh, et donc si on est sur une origine chinoise, donc c'est le cas puisque le seuil des minimis change, on sera au taux de 145%. Je ne sais pas pourquoi dans le point qui était évoqué, ah oui, vous évoquiez 90 peut-être pour arriver en 120% avec les taux qui existaient de 25 qui existaient déjà avant. Là aussi, il faudra regarder en fonction des spécificités parce que c'est assez nouveau. Et pour le coup, on n'a pas non plus. Ce qui est compliqué, mais je l'ai déjà dit tout à l'heure, hein, c'est pas pour faire une réponse d'avocat en vous disant consultez-nous, on vous dira après. C'est vraiment qu'il y a des annonces, mais il n'y a pas de texte d'application, ou très peu, ou des textes de 2 pages. Et donc, peu d'éléments de réponse, surtout que l'administration des douanes locales a déjà prévenu qu'elle allait publier des textes d'application, ce qui n'a pas encore été le cas à ce stade. Alors, il est midi 15. Il y a encore quelques questions sur le chat et dans l'application. Est-ce qu'on en prend encore un peu? Et peut-être vous dire aussi que les questions qui ne sont pas répondues en live feront l'objet d'une réponse en dehors. Mais là, on en a encore quelques-unes sur les HS codes notamment. Est-ce qu'on peut trouver quelque part la liste actualisée des HS codes qui sont exonérés pour les taxes additionnelles? Est-ce qu'il y a une liste des rulings qui existe quelque part? Comment on trouve ça? Ou est-ce qu'il faut qu'on vous contacte? Est-ce que le fait d'être certifié OEA présente un avantage? Si oui, lesquels? Notamment pour les marchandises 100% origine France ou UE. Voilà, c'est le genre de questions qu'on a sur le chat. Donc, pas très rapidement, mais je laisserai Vincent compléter, hein, je les prends un peu dans l'ordre. Les codes douaniers exonérés, est-ce qu'on a une liste? Oui, il y a des listes qui ont été publiées. Ce qu'on pourra faire pour que ça soit plus simple, c'est qu'on pourra remettre les liens des dernières publications dans la présentation. Il y avait certains liens, vous les avez peut-être pas vus, mais notamment, je reviens un peu en arrière d'ailleurs, dans les produits exonérés qui ont été annoncés exonérés. Pardon, je suis passé un peu vite, voilà, ce week-end. Voilà, on pourra remettre les liens là ici. Il y a des codes douaniers spécifiques, donc c'est pas très détaillé, mais oui, il y a des listes. La liste des codes douaniers applicables aux US, ça aussi, c'est publié. Maintenant, il y a, par exemple, il y a une annonce pour dire les semi-conducteurs sont douaniers. Donc, il y a des réponses, mais pas toujours. Est-ce qu'il faut nous consulter? Bah oui, il faut toujours nous consulter les uns et les autres. Mais voilà, on pourra vous remettre les liens pour ce qui concerne l'origine. Je crois que tu évoquais le cas aussi d'avoir une origine française attestée par les autorités françaises ou européennes.
ça n'a pas forcément de valeur aux États-Unis, néanmoins, c'est un indice très concordant. Ce qu'il faut, c'est faire le lien entre cet indice, cet élément officiel et les règles applicables localement, qui, encore une fois, sont pas forcément les mêmes. Vincent, si tu as sur les sources, notamment les bases, quelque chose à rajouter, c'est vrai que certaines bases, d'ailleurs, sont même pas encore à jour, en fait, en réalité. Mais je t'en prie, pardon. Non, non, mais alors, certaines bases ne sont pas à jour. Il y a les bases, et même les bases, le site internet de la douane américaine, pour y avoir accès et avoir le bon taux de droit de douane, etc., il faut suivre une espèce de petite formation accélérée en e-learning localement sur place, enfin, sur le site pour pouvoir avoir toutes les infos avec un petit QCM. C'est très rigolo. Si vous répondez pas bon, ils vous reposent les mêmes questions 3 secondes après pour pouvoir répondre bon. Donc ça va assez vite. Donc oui, oui, il y a des listes, mais elles bougent tous les jours. Donc faut trouver les bons sites. Mais on les mettra avec Stanislas sur le slide. Pour répondre très vite sur la question sur l'OA, non, non, il n'y aura aucun avantage à être Oui. OA sur le taux des droits de douane américains supplémentaires, il n'y aura aucun avantage. Si je peux éventuellement vous placer une dernière question, c'est donc j'exporte des matières premières ou semi-finies aux US depuis l'UE qui seront transformées aux US, donc origine US, et réimportées en Union européenne. Y a-t-il des exemptions ou est-ce qu'il faudra supporter l'augmentation des droits de douane des deux côtés? Bah, les exemptions, ce sera le perfectionnement Alors, actif. ouais. Il faudra qu'aux US, ces marchandises-là soient mises sous perfectionnement actif. Sinon, il faudra payer les droits de douane. Il faudra payer les droits de douane locaux pour qu'ensuite la marchandise revienne. Donc, aucun intérêt. Donc, il faudra vraiment faire du perfectionnement actif aux États-Unis pour permettre ensuite de réimporter la marchandise. Et je dirais même Et un on peu a- plus loin, à l'export, lorsque vous exporterez les matières premières, les produits semi-finis sur les US, il faut regarder aussi l'intérêt ou pas de mettre en place le perfectionnement passif pour ne pas payer les droits de douane quand les produits transformés reviendront localement. Là, c'est les régimes douaniers standards, entre guillemets, qu'il faut vraiment utiliser. Oui, on a encore une vue très très limitée sur l'Union européenne, ce qu'elle va mettre en place en termes de riposte sur la réimportation dans l'Union européenne. C'est vrai que Ouais, là, ouais, on parle de tout parce qu'il y a des annonces, parce qu'il y a des tweets, parce qu'il y a quelques pages qui expliquent comment ça va être taxé au côté US. Mais côté Europe, ça prendra un petit peu plus de temps. Peut-être que ce sera un peu plus apaisé et qu'entre-temps, les choses auront évolué. Mais bon, on attend toujours, on n'a pas une visibilité très grande sur ce que ça va donner quand il faudra importer des marchandises en Europe. juste pour terminer, peut-être, Ouais, pour tout à rappel, fait, Émilie, il y a tout à fait. quelques semaines, l'Union européenne a fait paraître une liste de Mm. 99 pages de produits qui seraient surtaxés en réponse aux taxes américaines. Donc pour l'instant, c'est en suspens, mais c'est toujours sur un coin de table en attendant que ce soit voté, hein. Donc il y a une riposte qui se prépare, hein. Voilà, je pense que Oui, c'est tout à fait, ce que je veux ça. dire, la liste a été publiée, pardon, la liste a été publiée côté UE, mais côté UE, ça fait le lien avec ce que tu disais, Émilie. Ça paraît original pour l'administration Trump, mais on a un processus législatif, donc on publie des projets de texte, ils sont votés à On plusieurs, est très et ensuite scolaire, ils sont publiés. on est très scolaire, si ce n'est démocratique, je dirais. Merci à tous. Merci à tous pour votre participation. Merci. Ce webinaire a été enregistré, donc il sera diffusé et disponible pour ceux qui n'auraient pas pu y participer en direct. On espère que ça a pu répondre à vos interrogations et on vous remercie.